Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un moment assez surprenant, disons. Cette rencontre très, très tendue à la Maison-Blanche entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Oui, bonjour. Tendu, c'est le mot. On a entendu parler de cris, d'ultimatum même. C'est pas banal. Carrément pas. Et ça ouvre la porte à pas mal de questions sur la relation USA-Ukraine, bien sûr, mais aussi plus largement sur les alliances américaines, l'OTAN. Exactement. C'est un peu une loupe sur tout ça. En s'appuyant sur les sources qu'on a consultées, on va essayer de décrypter ce que cet épisode nous apprend sur la dynamique actuelle, les intérêts en jeu, y compris économiques. Alors allons-y. D'abord, cette scène à la Maison-Blanche. Zelensky qui arrive, qui plaide pour plus de soutien face à la Russie, c'est ça? C'est ça. Et en face, un Trump qui, selon les récits, explose. Il l'aurait traité d'irrespectueux. Irrespectueux, carrément. Oui, et l'accusant de jouer avec une troisième guerre mondiale. Et puis, ce fameux ultimatum. Trouver un accord ou on se retire. Waouh. Et apparemment, le vice-président J.D. Vance n'y est pas allé de main morte non plus. Mais qu'est-ce qui a pu provoquer ça? C'est pas juste une saute d'humeur, j'imagine. C'est là qu'intervient ce concept intéressant, trouvé dans certaines sources, d'arapuca. Un mot portugais ou espagnol, je crois. Arapuca, qui veut dire? Piège, embûche. L'idée, ce serait que Zelensky se soit retrouvé piégé, mis dans une situation impossible, peut-être même délibérément. Un piège? Mais comment? Eh bien, ce piège aurait été tendu après des discussions menées en amont par les États-Unis, apparemment en Arabie Saoudite, avec la Russie, la Chine. Attendez, sans l'Ukraine. Sans l'Ukraine. Et sans l'Union européenne non plus, d'après ses analyses. Des discussions sur l'avenir du pays, une potentielle division, des garanties qu'il n'intègre ni l'UE ni l'OTAN. Ah oui, d'accord. C'est énorme si ça s'est passé comme ça. Et il y avait aussi une histoire d'accord économique, avorté. Justement, ça semble lié. Les sources évoquent un potentiel deal, accès américain aux ressources minérales ukrainiennes. Ah, les fameuses terres rares. Exactement. Très importante pour la technologie, la défense, et donc cruciale dans la compétition avec la Chine. En échange, les USA donneraient des garanties de sécurité. Mais l'accord aurait capoté. Donc cette colère de Trump, ce serait lié à ça, l'échec de ce deal. C'est une des interprétations fortes des sources. Et ça nous amène à cette vision de la diplomatie façon Trump, qualifiée dans les documents de gangstérisme. Gangstérisme? Ils utilisent ce mot? Oui, et même une analogie avec Don Corleone. La protection, ça se paye. Qu'est-ce que l'Europe va faire pour nous, aurait-il lancé? C'est très transactionnel. Une approche business, quoi, mais appliquée à la géopolitique. Voilà. Et les analyses soulignent que ce traitement serait plutôt réservé aux alliés considérés comme faibles. Ce serait pas la même approche face à Poutine ou Xi Jinping, par exemple. Intéressant. Mais comment ça s'articule avec l'OTAN, cette alliance historique? Trump, on le sait, n'a jamais été un grand fan. C'est vrai, il a souvent dit que c'était un gaspillage d'argent, mais là ça va plus loin. Les sources rappellent une certaine lecture de l'histoire de l'OTAN. C'est-à-dire? Eh bien, vu non seulement comme une alliance défensive, mais aussi, et peut-être surtout, comme un outil américain post-guerre pour asseoir l'hégémonie US en Europe de l'Ouest, contrôler le réarmement européen. Et servir les intérêts américains, économiques aussi, j'imagine. Vente de matériel, Bien sûr. via la standardisation des équipements, les achats. Et puis l'article 5, la clause de défense mutuelle, qui lie tout le monde, sous leadership américain au final. Donc, ce clash avec Zelensky, les négociations secrètes, ça pourrait être un signe que cette ère de l'OTAN touche à sa fin. Certains analystes dans les sources le pensent, oui. Ils parlent même du début de la fin de l'OTAN telle qu'on la connaît. Ça mettrait l'Europe face à sa propre dépendance et ça pourrait la forcer à... À se réarmer elle-même, plus sérieusement. Oui, vers ce que certains appellent une paix armée. Une paix maintenue par une capacité de dissuasion européenne plus autonome. Ça rejoint une autre idée qui traîne dans les documents, venant parfois d'Amérique latine, cette impression que les alliés des USA peuvent être utilisés puis jetés. C'est ça. Le cas de Zelensky, très dépendant de l'aide américaine, est vu par certains comme une illustration de ce risque. Quand les intérêts stratégiques américains changent, l'allié peut se retrouver en difficulté. C'est un schéma qui revient selon ces analyses? Oui, et tout ça se passe dans un contexte géopolitique plus large, bien sûr. On a parlé des négociations secrètes, des terres rares. Il y a aussi l'analyse de Jeffrey Sachs, qui est mentionnée. Ah oui, qu'est-ce qu'il dit selon les sources? Sachs pointerait l'expansion de l'OTAN vers l'Est, comme une des racines profondes du conflit actuel. Il utilise une analogie pour faire comprendre le point de vue russe sur la sécurité. Laquelle? Imaginez, dit-il, en substance, que la Chine installe une base militaire au Mexique. Comment réagiraient les États-Unis? Ça donne à réfléchir sur les perceptions de menaces. C'est une image forte, en effet. Et pendant ce temps, Moscou, Pékin... Ils observent.
C'est sûr. Et l'Europe, elle, se retrouve face à sa vulnérabilité et à ce possible désengagement américain. Ça soulève des questions fondamentales sur l'avenir. Oui, sur la marge de manœuvre réelle. Exactement. Et c'est peut-être la question qu'on peut laisser en suspens face à cette possible redéfinition de la politique américaine, ce côté plus transactionnel. Quelle autonomie reste-t-il vraiment aux nations, que ce soit l'Ukraine ou même les alliés européens historiques, pour assurer leur sécurité et choisir leur voie dans ce monde qui bouge très vite ?